comme tel, il faut le connaître, mais répond très très fort à ce que nous avons fait juste avant les vacances de Pâques, quand nous avons reçu Jean-Pierre Devroy, qui avait lui aussi publié un volumineux ouvrage au Seuil, et ici on va vous présenter aujourd'hui un volumineux ouvrage au Seuil. C'est notre collègue Régine Lejean, qui est professeure émérite de la Sorbonne, Paris 1, je précise. Je ne connais plus bien les dénominations actuelles, toutes les fusions d'universités. Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Paris 1, Panthéon-Sorbonne, voilà. Et donc, Régine nous fait le plaisir et l'honneur, je viens dire, de venir nous visiter aujourd'hui. Alors, je ne pense pas que je doive la présenter de manière particulièrement extensive, mais néanmoins, Régine est une des figures les plus importantes de la médiévistique de ces dernières années, pas seulement de la médiévistique francophone, mais de la médiévistique tout court, et notamment spécialiste du Moyen-Âge. Alors, elle a d'abord commencé avec quelques travaux qui étaient centrés sur la culture aristocratique et notamment la chasse, il illo tempore, ça remonte, ça remonte, avant de consacrer de manière plus profonde la plupart de ses recherches, pourrait-on dire, à l'aristocratie du Haut Moyen-Âge, aux réseaux familiaux, et en développant une approche qui a introduit la lecture anthropologique dans l'histoire. C'est certainement une de ses originalités profondes, et donc une lecture qui a permis de renouveler de manière vraiment profonde cette connaissance alors des réseaux élitaires, des élites du Haut Moyen-Âge. On a eu cette discussion aristocratie, élite, quelle est la bonne terminologie, avec l'animation d'une série de programmes dans lesquels d'ailleurs l'Université libre de Bruxelles a eu en son temps sa part, notamment Jean-Pierre Devroy, justement, notamment le programme Élite, un programme aussi sur la compétition et la coopétition, c'est ça, c'est le terme exact, cette espèce de collaboration qui en même temps se matine de compétition dans ces groupes élitaires. Ces programmes ont donné lieu à un nombre incalculable de publications, je ne vais pas les énumérer maintenant. Régine a aussi rédigé des synthèses sur les Mérovingiens, sur la naissance de la France, mais aujourd'hui, elle est là à un titre tout à fait particulier, et c'est pour vous présenter la synthèse, pourrait-on dire, de toutes ces réflexions, justement, sur particulièrement la place des sentiments et de l'affect, si je le résume de manière convenable, en évitant ce que tu nous racontais tout à l'heure sur l'amour ou l'amitié, donc la présence finalement de sentiments, la colère, l'amitié, l'amour, dans ces milieux aristocratiques, avec la volonté de proposer une lecture de nouveau qui se nourrit très fortement de cette compréhension anthropologique pour une société qui est foncièrement différente et dont il s'agit d'accepter la lecture dans sa différence et donc la manière dont ces ressorts pouvaient, alors justement en évitant des lectures qui sont beaucoup trop simplistes ou binaires, coexister dans ces sociétés alto-médiévales dans lesquelles on retrouve à la fois évidemment, et ça fait partie des clichés que véhicule évidemment la société médiévale, tous les ressorts de la violence et de la colère, mais aussi des ressorts de coopération, d'amitié, d'affect qui peuvent coexister chez les individus et dans les mêmes cultures aristocratiques. Donc cet ouvrage, c'est un ouvrage qui vient vraiment tout juste de paraître, comme celui de Jean-Pierre, et qui est le résultat d'une vingtaine d'années de réflexion et de travail, parfois douloureux, mais qui avait écrit en son temps Régine. Donc c'est vraiment l'occasion aujourd'hui pour nous de faire le tour justement des réflexions qui ont conduit à cette synthèse, d'expliquer de nouveau, comme l'avait fait Jean-Pierre, la genèse de l'ouvrage, les questionnements, les sources, la question des pertinences aussi des modèles, la difficulté aussi de réfléchir avec ces questionnaires anthropologiques lorsqu'on s'aventure en terrain historique. Donc voilà, c'est une très belle occasion qui nous est offerte aujourd'hui et je remercie encore Régine Lejean d'être présente aujourd'hui. Merci. Merci Alexis, je remercie les historiens de l'ULB de m'avoir invité à venir présenter ce travail. Donc comme vient de le dire Alexis, ce livre en fait est nourri de tous les travaux personnels mais aussi collectifs que j'ai
entrepris ou auxquels j'ai participé depuis une trentaine d'années. Alors, mon champ de recherche à l'origine était celui de la parenté, s'il a dit, dans une perspective d'anthropologie sociale, qui d'ailleurs à l'époque, le livre est paru en 1995, était largement marqué par le structuralisme, le fonctionnalisme, sur lesquels on est un peu revenu depuis, mais tout historien, on disait celui-ci, tout historien est conduit à évoluer. En tout cas, j'avais été déjà beaucoup influencée par les travaux si bien de Durkheim, de Lévi-Strauss, de Mauss et tous les autres. Et ce travail sur la parenté m'avait montré que la parenté était en fait un concept polymorphe, très flexible. C'était bien plus qu'un concept juridique. Il était un concept juridique pour ce qui concernait par exemple l'héritage ou les transferts maritaux, mais c'était aussi un concept pratique, c'était un concept social, puisque il y avait l'entraide, etc. Et puis enfin, c'était un concept politique par la forme que pouvaient prendre les groupements, mais en même temps, ces groupements, on le voyait bien, et je l'ai montré, avaient des formes floues et évoluées. Ça n'avait rien à voir avec ce que l'on peut imaginer comme un lignage patrilinéaire, etc. C'était des groupements flous. Donc, un concept polymorphe, et en même temps, la parenté était structurante parce que beaucoup d'autres formes de relations se rapportaient. Et je m'étais aperçue, il en est un peu question dans ce livre, que le concept d'amitié interférait avec celui de la parenté au Moyen-Âge, mais sans pour autant qu'ils se confondent, comme les historiens du Moyen-Âge central, par exemple, l'affirmaient en affirmant que la parenté devient complètement spirituelle et englobe absolument toutes les formes de parenté. Moi, il me semblait que la parenté et l'amitié se distinguaient tout en se recoupant à d'autres moments. Il m'a donc semblé qu'il y avait là un champ de recherche, mais ce champ de recherche paraissait donc un peu miné par les questions de rapport amitié charnelle, amitié spirituelle, parenté charnelle, parenté spirituelle d'un côté, et de l'autre des travaux comme ceux de Gerd Althoff, qui considérait que l'amitié c'était un lien très juridique, ritualisé, ce qu'elle est bien entendu, mais uniquement ça, qui se concrétisait par des alliances, par des pactes, ce qu'elle est, mais il me semblait que c'était autre chose aussi. Donc, c'était un sujet, mais un sujet compliqué. Alors, bien entendu, l'anthropologie m'a de nouveau aidée, je reviendrai là-dessus, avec les travaux de Maurice Cordelier, par exemple, ce livre dans lequel il parut en 2006, dans lequel il résume en gros plusieurs ouvrages qu'il a publiés auparavant et qu'il a intitulés Au fondement des sociétés humaines. Les travaux de Descola, en particulier le par-delà nature et culture, qui a été pour moi un livre fondamental, et puis d'autres comme le brésilien Eduardo Viveros de Castro, avec plusieurs livres qui ont été traduits en français. Donc finalement, mes perspectives se sont élargies au fil du temps pour prendre en compte et le politique et surtout le politico-religieux, partant de l'idée d'une interpénétration très profonde des deux sphères, de la sphère politique et de la sphère religieuse, du politique et du religieux, du profane et du sacré, qui me semble être une caractéristique due au Moyen-Âge. Alors, il me semblait aussi qu'il fallait remonter très haut. Jusqu'à présent, les travaux que j'avais faits
je les avais fait au tout début, remonter à l'époque carolingienne, puis au 7e siècle. C'est l'objet de Famille et Pouvoir, je commence au 7e siècle. Mais il me semblait que pour l'amitié, il fallait remonter beaucoup plus haut et qu'il fallait aller jusqu'à l'Antiquité tardive et jusqu'au monde romain et voir et la place de l'amitié dans le monde romain et ses transformations dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge. L'amitié est centrale dans le monde romain. Qu'est-elle devenue, cette amitié antique, dans les sociétés post-romaines, où elle a été confrontée d'une part à une culture qui est celle de la guerre et de l'honneur, et d'autre part à la culture chrétienne, au christianisme qui est universel. Alors, guerre et honneur d'un côté, christianisme de l'autre, vous savez bien, ce sont des facteurs d'identité collective et en même temps de puissants marqueurs sociaux au Moyen-Âge. Alors, qu'était devenue l'amitié dans tout cela? Qu'était devenue l'amitié antique? Fallait-il reprendre les oppositions ami-ennemi, amitié-haine? Ces oppositions sont universelles. D'une certaine manière, dans toutes les sociétés, on oppose l'amour et la haine, l'amitié, l'inimitié, les amis aux ennemis. Seulement, cette opposition se décline sous des formes très diverses. Selon les sociétés, ce sont des valeurs contraires, mais il peut y avoir des pratiques de médiation. Il fallait voir comment ça pouvait se passer au Moyen-Âge. Et tout en essayant, c'est ça que j'ai essayé de faire, comment ces valeurs-là permettaient de comprendre et les pratiques sociales, les interrelations et le sens que ces sociétés donnaient à leur monde, puisque toutes les sociétés cherchent à penser leur monde et à organiser en quelque sorte leurs pratiques à l'intérieur de ce monde. Sachant que, pour ce qui concerne le Haut-Moyen-Âge, les historiens, selon les cas, les décrivent comme des sociétés de face à face, des sociétés de vengeance, et on a tout un certain nombre de publications sur la place centrale de la vengeance dans les sociétés médiévales, mettant l'accent en général sur la faiblesse de l'État, la faiblesse des régulations étatiques, ou alors on a aussi, à l'inverse, des historiens qui décrivent des sociétés entièrement fluidifiées par l'amour divin, l'amitié chrétienne, etc. C'est-à-dire l'inverse. Alors, culture de la haine, de la violence, ou culture de l'amour et du pardon, en était-il? Et l'amitié dans tout cela. Et la circulation des richesses, comment on a articulé tout cela avec ces formes de culture opposées. Société prédatrice ou société du don. Selon les cas et selon les historiens, on peut avoir des descriptions complètement différentes. On peut décrire des sociétés prédatrices, c'est le cas de Guy Rousseau par exemple, ou alors des sociétés du don, comme d'autres historiens, il y en a pas mal en France maintenant. Bon, voilà toutes les questions que je me suis posées. Et j'ai commencé par, évidemment, étudier la terminologie affective. Il fallait partir de... Bon, je vous dis tout de suite que je n'ai pas fait d'analyse informatisée en rentrant toutes les données pour en voir ce que ça allait donner, parce que je ne vais pas m'attarder sur les sources, mais vous pourrez me poser des questions si vous voulez. Mais j'ai utilisé toutes les sources possibles dès lors qu'elles étaient des sources de l'époque. Donc, rentrer toutes ces données dans une machine m'aurait pris non pas 20, mais 100 ans, et c'était impossible. Donc, j'ai travaillé comme j'ai l'habitude de travailler, en analysant les mots. Et il en est ressorti l'idée que tous les termes qui désignaient l'amitié ou l'amour, amicitia, amor, dilectio, il y en a d'autres, étaient largement interchangeables. J'ai été confortée dans cette idée par un article qu'a fait Anita Guéraud dans les mélanges qui m'ont été offerts, où elle arrive avec une analyse lexicographique par machine sur un
petit nombre exactement au même résultat. Donc ces termes sont interchangeables, y compris des termes que nous distinguons, parce que nous faisons la distinction entre l'amitié et l'amour. Nous introduisons, en particulier dans ce qui est les relations hommes-femmes, ou même les relations entre personnes du même sexe, nous introduisons un critère qui est un critère sexualisé ou sexué entre ces mots. L'amitié est asexuée et l'amour l'est. Ces distinctions, en fait, ne sont pas valables pour le Moyen-Âge, et on le sait bien puisque les travaux ont été faits qui ont montré que ces distinctions-là datent du XIXe siècle. Donc il fallait s'abstraire de tout cela. C'est-à-dire que pour les gens de cette époque, cette distinction-là n'est pas une distinction centrale. Donc l'amitié était synonyme de l'amour. Amicitia, amor était synonyme. On en était donc aux affects et on en était aux émotions. L'amitié est une émotion, c'est en même temps un lien social, ce qu'elle a toujours été, et c'est aussi une valeur. J'ai fait la même chose pour la haine. Les termes sont beaucoup plus rigides parce que pour l'amitié, on peut ajouter des qualificatifs qui vont donner un sens plus précis à l'amitié. Par exemple, on peut avoir amicitia carnalis ou spiritualis qui vont qualifier plus précisément l'amitié ou l'amour, et puis d'autres qualificatifs. Pour la haine, odium, inimicitia sont plus rigides, inimicitia étant souvent au pluriel et signifiant les pratiques d'inimitié que l'on peut faire, et l'odium faisant plus référence au sentiment. J'en étais donc arrivée à considérer que l'affectivité, les émotions étaient au centre. Et c'est pourquoi le sous-titre commence par émotion. Ce livre s'inscrit en partie dans l'histoire des émotions telle que cette histoire a pu être définie par Barbara Rosenwein et Richard Christiani dans un ouvrage qui est paru en 2018, What is the History of Emotion? C'est-à-dire chercher la vie émotionnelle dans le passé, les expériences émotionnelles, leur perception et leur rapport au monde. Pour moi, il s'est agi essentiellement de mettre en relation l'expression sociale des émotions et l'évaluation morale de ces affects et ce qu'elles peuvent nous dire des sociétés médiévales. Donc il y a toujours, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était le rapport au social. Ce n'est pas l'histoire des émotions en tant que telle. C'est le rapport entre l'expression des émotions et ce qu'elles disent des sociétés et les pratiques sociales qu'elles engendrent, et voir comment les populations se situent avec ces émotions. C'était d'ailleurs ce que déjà avait pu faire Stéphane Léger dans son livre paru en 1999, qui est un très beau livre, qui s'appelle Enabling Law, In Search of a Lost Sensibility, où il montre comment se définit un amour public au Moyen-Âge central et comment l'amour sert à la distinction sociale et à l'expression de la position sociale à travers un certain nombre de gestes. Ou c'est aussi ce que Dan Smail a fait pour la haine à la fin du Moyen-Âge dans des villes italiennes. It was as a social institution in late medieval society, dans Speculum, et il a fait d'autres articles en français. Alors, bien entendu, il fallait absolument se défaire de toute tentation évolutionniste qui inspirait par exemple le contrôle des émotions dans un processus de civilisation, ce qu'a fait Norbert Elias, parce que ça c'est la perspective vraiment européocentriste du 19e et du 20e siècle, et il fallait se défaire absolument de cela. Donc comme
Alexis l'a dit tout à l'heure, je suis partie de l'idée de l'altérité des sociétés médiévales. Et donc, pour comprendre ces sociétés, il me semble qu'il faut absolument se décentrer de nos préjugés, qui sont ceux des Occidentaux, parce que les Orientaux sont aussi différents de nous, des Occidentaux et des Occidentaux européens et américains du Nord, qui ont cherché à plaquer sur les sociétés du passé leur représentation dans une perspective finalement de progrès social vers l'apogée qui était la société du XXe siècle. Alors donc l'affectivité, voilà comment je comprends cette affectivité. La deuxième chose importante, le deuxième axe important de ma réflexion a été la conception de la personne. Tout le monde sait que l'individu, tel qu'on le conçoit de nos jours, mais là encore, c'est pas de nos jours, c'est tel qu'on le conçoit dans les sociétés européennes et américaines du Nord, c'est pas du tout la conception des Chinois, ni des Africains, ni des Japonais, c'est la nôtre. Cet individu, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire une personne qui n'est pas divisible, une personne qui est entière, qui est une donnée et qui est consciente d'elle-même et de ce qu'elle est. Tout le monde est d'accord pour dire qu'au Moyen-Âge, l'individu n'existe pas et qu'il naît, alors après, on peut se disputer pour savoir quand naît la conception individuelle de la personne, si c'est à la fin du Moyen-Âge ou si c'est beaucoup plus tard, et ça ne m'intéresse pas particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est que ça n'est pas un individu. Seulement, à partir du moment où on a dit que ça n'était pas un individu, qu'est-ce que c'est? Personne, finalement, ne s'est vraiment intéressé à comprendre ce qu'était la personne. Alors on dit, ce sont des communautés. De fait, la personne est enserrée dans ces communautés. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose non plus. Ce qui m'a beaucoup influencé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et c'est ce qui a donné sens au livre, ce qui a fait que je l'ai, après avoir écrit pratiquement tous les chapitres, mais sans avoir donné la forme générale, c'est ce qui m'a permis de donner la forme générale. Ce sont des travaux d'anthropologues britanniques comme Marilyn Strasser, ou brésiliens comme Eduardo Viveiros de Castro, mais qui ont été repris par Jérôme Bachet dans un très beau livre qui s'appelle Corps et âme, une histoire de la personne au Moyen-Âge, je n'ai pas mis la date, mais il n'y a pas très longtemps, même pas 10 ans. Considérant que la personne est une personne relationnelle, c'est-à-dire constituée, non pas un être donné, mais une personne qui est constituée par ses multiples relations, chaque relation étant elle-même porteuse d'une identité, d'où les deux autres sous-titres relations, identité, et ces relations et ces identités sont partagées par d'autres êtres, vécues avec d'autres êtres. Donc il y a fondamentalement, alors ça au fond c'est Platon, c'est Platon et Aristote, c'est la conception platonicienne de la personne, l'idée de la participation des êtres aux autres comme condition de leur existence. Donc, à partir de là, chaque personne partage avec d'autres et vit en quelque sorte avec d'autres ses identités. Alors, ça ne signifie pas que la singularité n'est pas sa place au Moyen-Âge, mais que chaque personne vit chacune de ces relations entièrement. Et ça permet de comprendre des choses qui paraissent incompréhensibles, comme, alors, le modèle, on peut dire, c'est un des modèles, mais c'est au fond aussi l'expression de ce que peut être la personne relationnelle, c'est tout simplement Dieu en trois personnes. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Mais on a d'autres exemples de ce type. Mais cette conception-là du duo en trois personnes s'inscrit dans une culture de la relationnalité. Alors, ça permet aussi de comprendre comment la vassalité, par exemple, qui est l'engagement complet, c'est bien ce qu'on apprend aux étudiants. Un homme s'engage complètement auprès d'un seigneur, seulement il peut être vassal de plusieurs seigneurs, et ce depuis le début. Mais il va s'engager à chaque fois complètement dans la relation avec un de ses seigneurs. Bien entendu, il peut y avoir des hiérarchies, il peut y avoir des rivalités, des compétitions, mais ça s'articule de cette manière-là. Ou par exemple que, je ne sais pas, je prends un exemple, le sénéchal Adalard, dans les années 840-860, ait pu passer de la fidélité à Louis Pieux, Charles le Chauve, à celle de Luther, puis retourner à Charles le Chauve, puis repasser, sans que ça lui ait posé le moindre problème. Donc on peut multiplier ainsi les exemples. Cette relationnalité est un aspect très important, me semble-t-il, pour comprendre comment ces affects peuvent se superposer. Et dans le livre, je cite d'ailleurs un passage de Frédéguerre où il raconte qu'à un moment, il y a un patrice qui a conclu de multiples amitiés avec un autre grand, mais qui tout d'un coup se souvient de la haine cachée au fond de son cœur. J'ai trouvé que c'était... Et donc il fait ressortir la haine. Donc au milieu, au-dessus des amitiés, il y avait la vieille haine au fond de son cœur. Entre les amitiés, il y a eu de la haine. Tout ça fait une personne. Donc, ça m'a semblé un point important. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc la personne constituée par les interdépendances qui peuvent être intérieures à lui et partagées par d'autres. Alors enfin, troisième axe qui a orienté aussi ma réflexion, c'est la recherche des ontologies, c'est-à-dire la façon dont les sociétés, dès lors qu'elles sont sociétés, qu'elles échappent donc à ce qui pourrait être une simple tribu, la façon dont les sociétés donnent sens à leur monde. Donc elles organisent en quelque sorte leur cosmos. Alors, si l'on suit Godelier, qui a beaucoup réfléchi, c'est le politico-religieux qui donne sens au monde et il rejoint en cela d'ailleurs les travaux de Descola. Alors, quelles ontologies pour le haut Moyen-Âge? Bon, on est dans un monde qui n'est pas désenchanté, ça c'est la caractéristique du monde contemporain, le désenchantement. On est donc dans un monde enchanté où l'ici-bas est relié complètement à l'au-delà. Les morts aux vivants, ce n'est pas que le monde des morts reflète celui des vivants, c'est que les morts sont présents aux vivants. Le matériel n'est pas coupé du spirituel, comme ici c'est très important pour comprendre la circulation des richesses. La nature n'est pas séparée de la culture, et là il faut lire les travaux de Descola. Et les biens matériels ne sont pas séparés de la personne, en particulier pour un certain nombre de biens matériels. Alors, Descola, qui a réfléchi aux ontologies du Moyen-Âge central, dit que l'ontologie relève alors de l'analogisme, et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que tous les éléments sont distingués, tous les éléments de la nature sont soigneusement distingués, comme dans les ontologies animistes, mais sont rassemblés par analogie dans une sorte de superstructure, dans un tout, un ensemble qui est englobant. Et on le voit très bien, par exemple, pour l'Inde ou pour la Chine, qui là sont très nettement des ontologies analogistes. L'Empire romain, bien sûr, et le Moyen-Âge central aussi, où là, le tout tend à la théocratie. Mais dès l'époque carolingienne, on peut voir là aussi une unification par le biais de toute une série de correspondances, de ressemblances, d'échanges, ici-bas, mais aussi avec l'au-delà et le développement de structures hiérarchiques, puisque ces
ces ontologies analogiques plutôt, nécessitent un ensemble hiérarchique. Et on voit bien, à partir de l'époque carolingienne, se développer une hiérarchie de mieux en mieux affirmée. Bien entendu, la question de l'évolution est importante, sans qu'on puisse y apporter des réponses fermes, mais on se rend bien compte qu'entre l'analogisme antique et l'analogisme du Moyen-Âge central, même avec les carolingiens, il y a des différences, et puis entre les deux, il y a aussi des différences. Donc, il faudrait certainement approfondir encore, mais je pense à l'ouvrage récent de Ian Wood sur la Temple Society, qui permet de voir aussi le basculement tardo-antique qui a été fondamental avec les massifs transferts de richesses qui ont été faits à l'Église et qui ont permis la constitution d'un clergé qui n'existait pas dans le monde antique et la prise en charge directe alors des pauvres qui étaient dans l'Antiquité faite par le biais de l'évergétisme. Le tout ayant été rendu possible par la fin des armées romaines. Il y a là un modèle intéressant, parce que la Temple Society, c'est évidemment aussi un modèle analogique. Alors il fait des comparaisons avec les modèles indiens qui sont fort intéressants. Donc la chronologie est certainement à voir de plus près. Néanmoins, il me semble que s'est développée une ontologie intégrative dans le cadre de l'Occident en voie de christianisation, mais j'ajoute que une fois qu'on a dit ça, ce qui m'a intéressé, ça n'est pas uniquement le développement d'une ontologie, c'est-à-dire comment un idéal s'est développé, mais de voir concrètement comment tout cela fonctionne dans les pratiques. Alors, la première partie du livre s'intitule « Vertu et honneur ». Elle est consacrée à la façon dont l'amitié et la haine peuvent rendre compte des valeurs cohésives et distinctives de la société du Haut Moyen-Âge. Justement, comment ces valeurs qui paraissent à ce point opposées ont pu se combiner pour maintenir une forme de paix, en tout cas un certain ordre, et maintenir la domination des élites, puisqu'il s'agit quand même de ça, hein, et leur capacité à coopérer tout en rivalisant, c'est ça, la coopétition, justement. Alors, comme je l'ai dit, l'amitié était omniprésente dans l'Antiquité. Elle était, on peut dire, le fondement de la res publica. Idéal, en tout cas, qui était pensé comme un collectif d'amis qui étaient engagés pour le bien de la cité, pour le bien de Rome, et qui, en même temps, s'engageaient entre eux à des devoirs réciproques et à des pratiques communes. Il y a d'ailleurs de beaux travaux de Claudia Moratti sur ces sujets. Alors, elle était donc au cœur de la morale politique romaine. On peut dire d'ailleurs qu'en cela, elle se rattachait à la philosophie grecque, hein, à Aristote qui a écrit sur l'amitié. Et ces travaux avaient été intégrés par les penseurs, les moralistes romains. Je pense à Cicéron et à son traité sur l'amitié qui a été une sorte quand même de best-seller au Moyen-Âge et qui a été largement repris, mais dans un sens qui n'était plus exactement, évidemment, celui de Cicéron, mais interprété dans le contexte médiéval. Alors, cette amitié antique, c'est important de le noter, avec une double dimension que l'on va retrouver au Moyen-Âge. Une dimension horizontale, c'est-à-dire entre des gens de bien hein, qui se choisissaient et qui, en gros, appartenaient à la classe dirigeante. C'est ce que dit Cicéron, mais on trouve évidemment à tous les niveaux, donc l'amitié comme lien horizontal, et l'amitié comme lien hiérarchique. C'est l'amitié entre le patron et son client. Et vous connaissez bien l'importance du clientélisme dans le monde romain. Et cette double dimension est importante.
Alors pour Cicéron, ça a fondé la distinction entre la bonne et la mauvaise amitié. Pour lui, la bonne amitié, c'est l'amitié du cœur, l'amitié désintéressée, et la mauvaise amitié, c'est l'amitié intéressée entre le patron qui cherche à avoir le plus de clients possible et le client qui cherche à avoir la protection d'un patron. Seulement, cette opposition a été déconstruite par les historiens, ça tient à l'origine sociale de Cicéron, et si vous prenez d'autres théoriciens, on fait bien la différence entre bonne et mauvaise, mais pas de cette manière-là. Et si vous prenez en tout cas par exemple Saint Augustin, au IVe siècle, eh bien, qui a aussi écrit sur l'amitié, vous verrez que lui ne considère pas du tout que l'amitié clientélaire est une mauvaise amitié, pour la bonne raison qu'il a lui-même été un client de son patron, Romanianus Atagast, avant sa conversion au christianisme, et qu'il décrit la relation qu'il entretenait entre son patron et lui comme une véritable amitié. Et donc je pense que il n'y a pas à faire des jugements de valeur ou à hiérarchiser ces amitiés. Simplement, en se convertissant, bien entendu, l'amitié a changé de sens pour Augustin, sans pour autant qu'Augustin n'ait jamais dévalorisé l'amitié laïque. Alors, il s'agissait donc de voir, mais je vous avais déjà donné la réponse, comme si cette amitié polymorphe, que l'on peut appeler polymorphe, à la fois horizontale et verticale. J'ai insisté sur verticale parce que de nos jours encore, quelquefois, vous entendrez affirmer que l'amitié est horizontale, qu'elle n'est pas verticale, etc. Donc, cette amitié polymorphe avait-elle disparu avec la chute de l'Empire romain, puisqu'elle était largement liée à la cité, à Rome, et qu'elle s'insérait dans les structures de l'Empire romain pour reparaître au XIIe siècle avec la redécouverte de la philosophie grecque et le développement de l'amitié spirituelle dans un cadre qui aurait été complètement christianisé. La christianisation, c'est vrai, a contribué à détourner les élites romaines de la cité. Et ça n'a pas été le seul élément, bien entendu. Mais les élites se sont détournées de l'horizon romain au IVe et Ve siècle. Une partie d'entre elles ont fondé de petites communautés de frères, de sœurs qui refusaient le monde. Mais ça a bien été étudié par des historiens comme Brian McGeer, qui ont montré qu'au fond, ces petites communautés n'étaient guère différentes de la famille romaine et qu'elles étaient largement ouvertes sur le monde. Et la caractéristique des communautés monastiques occidentales a été que dans l'immense majorité des cas, il y a une minorité, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'érémitisme, Jean-Marie, mais dans l'immense majorité des cas, ces communautés ont été cénobitiques, vous le savez, mais surtout, les communautés monastiques du Moyen-Âge sont ouvertes. En réalité, ils se retirent, mais d'une part, les moniales ne sont pas coupées, ou les moines ne sont pas coupés de leurs parents, et les interactions avec l'extérieur sont nombreuses. Et donc, elles vont contribuer à diffuser des formes d'amitié chrétienne, mais en n'étant pas coupées du monde. Donc, le christianisme, finalement, n'a pas fait disparaître l'amitié antique. Et ce que l'on voit, alors ici je vous ai mis une reproduction du psautier de Stuttgart, vous savez, qui date du début du IXe siècle, 820-830, et il représente le psaume 4. Le psaume 4 qui est le psaume de la confiance, où l'on voit comment au fond, l'amitié antique a été intégrée et est restée une valeur
pour non seulement les élites, mais la population christianisée. Ici, vous voyez donc la confiance que les amis se montrent. Ce qui est intéressant, et j'ai pris cette image parce que ce sont deux nobles qui portent l'épée, et vous voyez déjà que le fait de porter l'épée et d'être guerrier ne va pas empêcher des formes d'amitié dans des sociétés chrétiennes. Donc vous voyez ici les nobles caractérisés par leur costume et le port de leur épée, qui s'embrassent, qui ont des gestes d'amitié, des gestes pour rapprocher les corps, le rapprochement des corps étant synonyme du rapprochement des cœurs, et l'amitié étant une forme de confiance. Il n'y a pas d'amitié sans confiance réciproque et sans l'assurance que les amis peuvent compter l'un sur l'autre. Et ici, vous avez le Seigneur qui bénit ses amis, mais vous avez la représentation imagée de l'amitié devenue chrétienne, c'est-à-dire comment les formes d'amitié profanes s'insèrent dans un univers christianisé ici au IXe siècle. Alors évidemment, je n'ai pas le temps de m'appesantir, mais l'amitié est restée une vertu comme dans l'Antiquité. Elle est peut-être moins masculine qu'elle ne l'était dans l'Antiquité. Et là, il y a des choses intéressantes que l'on peut voir, parce que précisément, le christianisme a permis une forme de dépassement des genres. D'abord, le monachisme, le premier monachisme a une forme féminine très marquée. Le monachisme féminin a donné le ton. Et par ailleurs, le christianisme a permis de dépasser, puisque les femmes sont aussi enfants de Dieu comme les hommes. Donc l'amitié antique s'est transformée, mais n'a pas disparu, et elle est restée une vertu, et elle est restée une vertu et une valeur polymorphe. En même temps, évidemment, la nature des interactions compétitives et le rôle de la violence, le rôle de la prédation, dans ces sociétés qui sont des sociétés guerrières, ne peut pas être évacué d'un trait de plume, et il fallait bien prendre tout cela en compte. Alors, vous savez bien que le désir de vengeance est universel, et que dans toutes les sociétés, la vengeance est sinon réprimée, du moins encadrée, sinon il n'y a plus de société du tout. Alors, Rome avait interdit les vengeances. Au départ, sous la République romaine, les vengeances se sont autorisées. Puis, les vengeances sont contrôlées, interdites, et finalement, on impose le recours au tribunal. On passe par la composition privée, et puis imposition au tribunal, ce que l'on a appelé, à l'époque impériale, la vengeance au forum. Les vengeances, puisqu'elles existent évidemment dans les sociétés du Haut Moyen-Âge, et je dirais dans les sociétés médiévales dans leur ensemble, justement la place de la vengeance a traditionnellement été invoquée pour montrer le gouffre qu'il pouvait y avoir entre Rome, son bel encadrement étatique, et les sociétés médiévales. Et la vengeance permettait d'illustrer au fond le passage de l'État romain à des régimes qu'on arrivait mal à qualifier infra-étatiques, étatiques. Les Allemands se sont disputés sur le fait de savoir s'il y avait un État, pas d'État, si c'était étaticité, pas étaticité, etc. Bon. En tout cas, les vengeances, à la différence de ce qui passait dans le monde romain, faisaient partie de l'éthique de l'honneur. D'autant plus que, au fond, les chrétiens ont trouvé dans la Bible une certaine forme de justification de la vengeance, avec le passage du Lévitique, avec œil pour œil, dent pour dent.
qui semblait autoriser la vengeance. Sauf que, dans le même Lévitique, il est dit que Dieu a donné les tables de la loi à Moïse et a chargé Moïse d'instituer des juges pour juger à sa place et juger selon la vengeance, mais non pas la vengeance privée, la vengeance par les juges. Donc évidemment, une forme d'encadrement de la vengeance. Néanmoins, pour le commun des mortels, le Dieu vengeur, finalement, pouvait justifier une certaine forme de vengeance. Néanmoins, vous le savez bien, l'acceptabilité de la vengeance et sa légitimité ont toujours été limitées. Alors, on peut voir par exemple les compositions, les lois barbares, au fond, sont d'abord un catalogue de compositions tel que probablement les gouverneurs romains devaient en faire dans toutes les provinces pour adapter les grands codes de loi, puisque maintenant on pense que les lois barbares, telles qu'on les connaît, ne sont au fond, pour la plupart d'entre elles, pas les lois anglo-saxonnes, mais pour la plupart d'entre elles, des adaptations des grands codes romains. Donc ce sont des tarifs de compensation pour éviter les vengeances violentes. Et puis, la vengeance a été interdite. Elle a été interdite d'abord par les Brutari, c'est-à-dire ce sont les lois lombardes qui interdisent pour la première fois la vengeance en 648, peut-être parce que les Lombards vivent dans le cadre d'une Italie qui est largement romanisée et on se place toutes les lois interdisant la vengeance. Pour les Francs, il faut attendre Charlemagne, c'est l'interdiction de la vengeance en 779. Qu'il ait imité les Brutari ou qu'il ait interdit par lui-même, on ne sait rien, mais en tout cas, interdiction de la vengeance puisque obligation de passer devant le tribunal. Donc une répression de la vengeance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de mortel, on en arrivera dans les sources, mais les haines mortelles, telles qu'elles ont été transcrites dans les sources, sont le plus souvent produites par des défaillances de l'autorité chargée de les réprimer, et c'est finalement entièrement le propos de Raoul de Combray, que je vous ai lu là, parce que c'est un magnifique poème du XIIe siècle, mais qui est entièrement centré sur la vengeance. Mais au fond, Raoul est contraint de se venger. Il n'a pas le choix. Et les vieux, les sages, on dit les sages dans la chanson, se lamentent sur le fait que le roi Louis a failli à sa tâche et il a contraint, au fond, la jeunesse à faire des atrocités, y compris à les brûler des moniales dans leur monastère. Mais c'est le roi qui est rendu responsable de ce déchaînement de violence auxquels les jeunes ont été contraints par la nécessité de l'honneur, mais ça à cause du roi. Donc, au fond, c'est un dérèglement qui contraint ou qui laisse se déchaîner des violences de cette manière. Alors, il y a des poussées de violence qu'on voit à certains moments, à la fin du IXe siècle, il y a des poussées de violence, l'assassinat de l'archevêque Foulques en 900, l'assassinat du comte Mégingos qui a des assassinats ensuite, mais c'est dû à la faiblesse extrême du pouvoir royal en Germanie à ce moment-là, ou aussi à ce moment-là, qui l'explique. Et puis, bien entendu, on a des interactions obligatoires, on le voit bien, mais qui sont le plus souvent contrôlées et en tout cas pas toujours légitimes. Il faut voir aussi dans quel cas ces vengeances sont considérées comme légitimes, dans quel cas elles ne le sont pas. Il faut aussi déconstruire les sources, évidemment, voir comment l'auteur raconte la vengeance, et là il y a de belles choses à faire avec la vengeance légitime, par exemple. En revanche, la violence guerrière est bien caractéristique de l'identité des élites masculines, cette fois-ci. Mais là encore, on a distingué des guerres légitimes, des guerres illégitimes. Les guerres légitimes
naturellement ou maintenu dans un degré d'acceptabilité qui est variable selon les régions, selon les moments, et ces guerres finalement légitimes ou maintenues contribuaient à globalement permettre la reproduction et des élites et de l'ordre dans lequel ça s'inscrivait. Alors naturellement, la violence acceptable n'est pas la même à l'époque mérovingienne qu'elle n'est à l'époque carolingienne ou qu'elle n'est à l'époque féodale. Mais à chaque fois, il y a un degré d'acceptabilité et de légitimité. Alors en gros, est légitime tout ce qui est contrôlé par une autorité publique. Ça leur permet beaucoup de choses, évidemment. Et tout ce qui est en dehors n'est pas légitime. Les conquêtes extérieures, ça c'est parfait, parce que ces conquêtes, on leur trouve toujours une justification. Alors c'est en général la conversion des païens ou la défense du royaume de Dieu, ce qui permet évidemment de dissimuler d'autres motivations qui sont là et qu'on peut bien voir, l'appât des richesses ou la volonté de puissance, les deux allant ensemble, bien entendu. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la prédation extérieure n'empêche pas les violences et la prédation intérieure, sous forme de dévastation, d'incendie, de pillage, qui paraissent autant de moyens légitimes dans les sources que l'on peut lire pour contraindre l'autre à la paix, à négocier la paix justifiant les moyens, on peut dire, et à accepter un nouveau rapport de force. Les Carolingiens eux-mêmes, qui ont pourtant la paix à la bouche tout le temps, se sont eux-mêmes comportés en souverains prédateurs, alors même qu'ils empêchaient les violences privées par différents capitulaires, déposer les armes, etc., mais qui ont interdit aussi les suites privées, tout ce qui n'était pas contrôlé par eux, ou contrôlé par leurs agents, eh bien, ont eux-mêmes pillé, dévasté, etc. Et on a des exemples, par exemple Charles de Chaume, qui avait rendez-vous avec son frère Louis le Germanique en Lotharingie. Le frère ne vient pas parce qu'il est occupé ailleurs. Donc Charles de Chaume se met à piller toutes les terres de l'église de Rapp. Alors évidemment c'est Alkmaar qui raconte, donc les parties prenantes, mais quand même, alors il dit qu'ils se comportent comme des païens, et puis ils dévastent. Donc ce sont des moyens, des interactions qui sont considérés légitimes quand le but à atteindre est lui-même légitime. Il faut donc évidemment tenir compte de cela, et ce qui est important de voir aussi, c'est que la prédation, qui est le fait de prendre des biens matériels, est inséparable des affects, c'est-à-dire de l'inimitié qui va avec, et également de l'inverse, c'est-à-dire du don, du fait de donner, et de l'affection qui va avec le don. Non pas que le circuit des affects et des richesses soit exactement parallèle, mais il se recoupe, et le don aux églises permet justement d'intégrer tout cela dans une circulation, on va dire, quasiment cosmique des affects et des richesses. Je vous en donne un exemple. C'est le fameux trésor des Avares. Après la chute du ring des Avares, Pépin d'Italie revient avec des chariots et des chariots de richesses. Charlemagne va distribuer ces richesses et les sources montrent comment il distribue au pape, aux églises, au Fan Merci qui est son ami, à ses grands, etc. Donc il y a toute une forme de redistribution. Tout n'est pas redistribué, bien entendu,
il y a une part de redistribution qui permet d'inscrire le phénomène de la prédation dans un circuit global orienté vers le maintien d'un ordre cosmique. Tout cela vous montre l'interpénétration, j'avais commencé par là, mais l'interpénétration du profane et du religieux. Alors, c'est donc aux églises qui vont déterminer ce que j'ai appelé une religion de l'amitié, son fondamentaux. C'est donc pour le salut de l'âme et le rachat des péchés à partir de l'époque carolingienne s'inscrit dans un circuit global aussi. Alors là, je vous ai mis, et je reviendrai là-dessus si j'ai le temps, une page du Liber Vivencium de Pfeffers. Pfeffers, c'est une abbaye chrétienne, donc sur un des passages qui mènent vers l'Italie. Et le monastère de Pfeffers a été construit en gros sur l'ordre de Charlemagne dans les années 780, après la conquête de l'Italie par les Lombards, de l'Italie par les Carolingiens, pour contrôler ce passage. Et Pfeffers est contrôlé par l'évêque et devient un grand monastère. Et c'est un de ces monastères où on a conservé, où on a fait un livre des vivants, dans lequel on a inscrit les communautés qui étaient associées à Pfeffers, mais aussi les laïcs pour lesquels le monastère s'était engagé à prier. Alors là, je vous ai mis une des pages qui est peut-être la plus belle, parce que vous avez la liste carolingienne, la liste des rois carolingiens commençant par Pépin jusqu'à Pépin d'Italie, et dans la colonne de droite, vous avez les épouses de Charlemagne et Judith, et puis ensuite vous avez un certain nombre de grands, qui sont les grands de la région. Rothard, c'est le préfet d'Alémanie, Varin aussi, les grands de cette région, qui sont, c'est intéressant à noter, qui sont dits laïci. Chacun est laïcus. Alors, une des caractéristiques de l'époque carolingienne, et c'est un des moyens qui ont permis ce développement de ce que j'ai appelé l'intégration et la religion de l'amitié, c'est que les laïcs sont inclus dans les communautés monastiques par le biais du développement des liens d'amitié entre ces communautés et leurs bienfaiteurs, puisque ces gens-là donnent au monastère, ils deviennent amis et ils sont intégrés. Et Michel Loers a fait un très beau travail dans un de ses ouvrages collectifs, je ne sais plus lequel, il n'y a pas très longtemps, enfin maintenant il y a bien 10 ans, une belle introduction dans laquelle il montre que l'on voit aussi sur les plans, et en particulier sur le plan de Saint-Gall, comment le monastère idéal s'ouvre aux laïcs à l'époque carolingienne. C'est-à-dire que les interrelations entre les monastères et les laïcs ont toujours existé, puisque je vous l'ai dit, ils sont ouverts sur l'extérieur jusqu'à la réforme grégorienne, mais là, à partir de ce moment-là, il y a même la place des laïcs, par les hôtelleries, etc., à l'intérieur du monastère. Donc vous avez une véritable intégration. Bon. Je vais accélérer parce que sinon on n'aura pas le temps. Alors je voulais vous montrer après le calice du Tassoui. C'était pour ma deuxième partie. Dans la deuxième partie, je m'intéresse aux formes et aux pratiques affectives, ce que j'ai appelé le jeu des relations affectives. Là, je vous ai mis le calice de Tassillon, parce qu'évidemment, je me suis intéressée à la question du genre, à la question des relations hommes-femmes, à la question de la sexualité. Je n'ai pas le temps de m'apesantir là-dessus. Ce que je vous ai montré, ce très beau calice, parce que je l'aime bien, et c'est le calice offert par le duc de Bavière Tassillon III, c'est le dernier, le cousin de Charlemagne, et son épouse Ludberg, qui ont fondé en 777 un monastère dans l'est du duché, le monastère de Kremsmünster. Et ils ont offert aux moines ce calice, un précieux calice doré, et sur la base du calice, il y a une inscription Tassilo Dux Fortis, donc du duc puissant, et Liutberga Virgo
Regalis. Liutberg, vierge royale, d'origine royale, c'est la fille du dernier roi des Lombards, Didier, vaincu par Charlemagne, et à ce moment-là, qui, s'il n'est pas mort, est emprisonné à Ratisbonne par Charlemagne. Alors, cette inscription, d'une part, j'avais voulu la montrer là, parce qu'elle associe les deux époux sur un pied d'égalité, ce qui est une des caractéristiques de ce que l'on voit des relations homme-femme à partir de l'époque carolingienne, qui va se renforcer dans la période suivante pour un certain nombre de couples, pas pour tous, mais un certain nombre de couples. Et ici, vous l'avez dans cette inscription qui, en plus, insiste sur l'origine royale de Liutberg, qui peut vouloir dire que Tassillon revendique d'une certaine manière de devenir roi des Lombards, peut-être désigné par Charlemagne, qui n'a pas encore désigné son fils Pépin comme roi d'Italie, puisqu'il ne le fait qu'en 781, et pour l'instant il n'y a plus de roi d'Italie, et ça peut être le signe que Tassillon et Liutberg espéraient obtenir cette royauté. Alors, donc, les relations hommes-femmes, la question de la sexualité, de l'homosexualité, de l'homophilie, qui est un aspect important aussi et qui me permet de montrer que toutes les amitiés au Moyen-Âge, et même au Moyen-Âge, sont des amitiés que j'appelle incarnées, pour ne pas dire charnelles, parce que charnel, automatiquement, on l'oppose à spirituel. Cette opposition n'est pas très efficace pour le Moyen-Âge, même si on peut trouver cette opposition entre charnel et spirituel, mais ce qui est important, c'est que toutes les amitiés, pour avoir une efficacité, pour être réelles, sont incarnées dans une personne. Au fond, il n'y a que l'amitié divine qui ne l'est pas, et celle-là est inefficace. L'amitié, l'amour de Dieu pour tous ses enfants, ça n'a jamais empêché personne de trucider son voisin. Donc, en fait, pour que ces amitiés chrétiennes soient efficaces, il faut qu'elles soient incarnées. Et les formes d'homophilie rentrent dans ce champ-là. Toutes les formes d'amitié sont donc incarnées, et il y a toujours une proximité charnelle, d'où l'importance de la familiarité. La familiarité est une composante essentielle de l'amitié dans l'Antiquité comme au Moyen-Âge. Et on voit vraiment le terme familiaritas qui revient et qui permet de montrer les relations entre parenté et amitié, ce que je n'ai pas le temps de développer ici. Mais cette familiarité, c'est ce qui rend l'amitié utile, et de même qu'il n'y a pas d'amitié qui ne soit pas incarnée, il n'y a pas d'amitié purement intellectuelle, même des amis qui sont des amis intellectuels et qui s'écrivent, par exemple, je ne sais pas, Alcuin et Arne de Salzbourg, qui sont très loin, eh bien, dans leurs lettres qu'on peut appeler des lettres d'amitié, comme les lettres de l'Antiquité tardive, eh bien, ils vont demander des choses. Envoie-moi un livre, envoie-moi ceci. Et ça, c'est ce qui concrétise l'amitié. Il y a toujours une base matérielle, une base charnelle et une base matérielle. Donc l'amitié est toujours utile, nécessairement utile et performative. Donc l'ami est soumis à des devoirs. Quand l'amitié n'est pas choisie ou quand c'est nécessaire, on impose le serment. Le serment n'est pas nécessaire, je vous ai dit, elle peut se développer dans des lieux de sociabilité diverses. Elle a diverses formes, horizontale, hiérarchique. Évidemment, l'amitié hiérarchique, au Moyen-Âge, à partir de l'époque carolingienne, c'est l'amitié vassalique, évidemment. Ce qui ne veut pas dire que tout lien vassalique est une amitié, parce qu'un lien vassalique peut être complètement neutre et de rien imposer.
déjà, il faut qu'il y ait un bienfait qui soit donné. C'est ce que Fulbert de Chartres dit bien d'ailleurs dans sa lettre à Guillaume d'Aquitaine, qui lui avait demandé quels étaient les devoirs du vassal à l'égard du seigneur. Et Fulbert reprend toutes les catégories cicéroniennes et il explique que pour que le vassal soit engagé vis-à-vis de son seigneur, il faut qu'il ait reçu un bienfait. Et il n'y a pas d'affect sans base matérielle dans ces périodes-là. Donc, dans certains cas, il faut un serment. Le plus souvent, il faut un serment, non pas parce qu'on n'est pas très sûr de la relation, ça peut être une cause du serment, une nécessité de faire un serment, en particulier quand il y avait inimitié et que l'inimitié se transforme en amitié, il peut y avoir serment, mais pas toujours, parce qu'on peut passer par un mariage, mais surtout quand l'amitié engage d'autres personnes. C'est-à-dire quand derrière les contractants, les partenaires, il y a toute une suite. À ce moment-là, il faut un serment et que ce serment soit fait publiquement. C'est aussi ce qu'on voit dans les guildes, dans les communes, qui sont des communautés d'amis, mais c'est collectif. Il y a un but donné, donc il faut un serment à ce moment-là. Et il faut naturellement des rituels d'amitié que l'on connaît bien. Quand il n'y a pas de familiarité, eh bien on est plus ou moins familier, et quand il n'y a pas de familiarité, eh bien on passe progressivement absence de familiarité et puis à inimitié, évidemment. Les cercles d'ailleurs ne se recoupent pas, mais je n'ai pas le temps de le montrer. Je me suis posé la question de l'étranger, savoir si l'étranger était un ennemi, pas forcément, évidemment. S'il ne présente pas de menace, l'étranger n'est pas forcément un ennemi, ou il est un ennemi, mais sans qu'il y ait de pratiques inamicales. En revanche, si l'ennemi se rapproche, alors là, il y a des techniques de défense, et c'est très intéressant, j'ai utilisé les pratiques des éthologues. Quand un animal voit un danger, quelles sont ses techniques? Soit il s'enfuit, s'il considère qu'il ne peut rien faire, soit il essaie de se faire tout petit pour que l'ennemi ne l'attaque pas, soit il prend les devants et il attaque. Et on retrouve ça dans les textes. Alors on retrouve des termes comme perteritus, etc. Ceux qui sont pétrifiés, ils ont peur. Bon. Et puis au contraire, ceux qui vont attaquer. Et puis même, on peut, pour le XIe siècle, où on a des récits plus substantiels, on peut même mesurer des sortes de distances. Moi, j'ai mesuré que 30 km, c'était à peu près la distance en deçà de laquelle on ne pouvait plus tolérer la présence d'un ennemi. À ce moment-là, on attaquait. Donc, bon, il faudrait évidemment pouvoir multiplier les exemples, mais une fois. Alors, la rationalité permet aussi de comprendre comment les affects se superposent, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme les relations, aussi contradictoires soient-elles, toujours dans la limite de la mémoire qui n'est pas très profonde, et puis aussi comment les affects sont très changeants. Alors là, j'avais prévu d'étudier ça, mais on n'a pas le temps, si on veut discuter, mais c'est un beau texte sur l'évêque de Constance et des contes, qui montre les relations très agonistiques sous des pratiques amicales. Et puis quelquefois même, les rituels d'amitié peuvent être complètement détournés pour éliminer des ennemis. Alors ça, on a de nombreux récits, comme l'assassinat du frère de l'évêque Anstruc de Laon par des gens qu'il croyait être ses amis au 7e siècle, l'assassinat du comte Guillaume de Normandie au Xe siècle par les sbires du comte de Flandre, l'assassinat du comte Baldéric par les sbires de la comtesse Adèle et de son mari Wickman, c'est l'inverse, de l'assassinat du comte Wickman par Baldéric, les sbires de Baldéric et Adèle, etc. Il y a toujours un rituel d'amitié qui dissimule
la haine et qui permet d'éliminer un ennemi. Donc, des affects qui sont changeants, mais des affects qui permettent finalement de renouer la plupart du temps les liens par des opérations de médiation. Alors la troisième partie, j'ai analysé plus précisément le politique et les affections du politique. D'abord avec l'époque mérovingienne, mais je n'ai pas le temps vraiment de m'appesantir là-dessus. C'est encore une période où l'autorité royale est fondée sur la crainte, comme dans l'Antiquité tardive, et où par ailleurs, dans le monde franc, la nécessité d'assurer l'amitié entre les grands, entre les leudes, ce qu'ils appellent les leudes, est médiatisée par le maire du palais, ce que j'ai appelé un trio improbable. Donc, c'est encore une période, il me semble, où finalement les éléments sont encore relativement dissociés et où les crises au centre se répercutent quasiment directement dans les provinces avec des meurtres assez brutaux et ceci parce que la hiérarchie est encore peu développée. Et on le voit par exemple très bien au moment de l'assassinat du roi Childéric II en 675, où on a quasiment immédiatement des répercussions dans la cité de Clermont, où l'évêque de Clermont est assassiné. Enfin, on a un certain nombre de répercussions quasiment immédiates qui ne se produiraient pas à l'époque carolingienne parce qu'on a des matelas hiérarchiques entre le centre et le local. Et puis, oui, le manque d'intermédiaires, même si il y a des intermédiaires qui peuvent jouer, mais qui jouent plutôt comme pourraient le faire des brokers au 7e siècle. En fait, il manque encore la puissance unificatrice et la hiérarchie qu'apportent les Carolingiens, parce qu'ils ont des moyens matériels plus importants, plus grands, qui viennent et de la guerre et de la mise en œuvre de leur domaine, et des penseurs, les deux en même temps, hein, qui pensent, qui développent cet idéal intégrateur, qui permettent de faire en sorte que, au fond, ce qui soit intégrateur, ça devient l'amour de Dieu, qui est la source du pouvoir royal carolingien, bien entendu, l'autorité royale, et à travers elle, de toute forme d'autorité. Alors la familiarité royale devient centrale. On voit apparaître une catégorie qui n'existait pas, ce sont les amis du roi, c'est-à-dire un petit groupe de conseillers du roi appelés amis, et c'est très caractéristique l'apparition de ce terme d'amis ou de ce terme de familier. La familiarité royale se négocie, d'ailleurs, elle peut s'enlever, elle peut se remettre, et en même temps se développe cette superstructure qui passe par ces confraternités monastiques. Donc vous voyez ici l'exemple le plus beau, je dirais, c'est celui de Reichenau, où vous avez ici la liste des communautés qui ont conclu des accords avec Reichenau à la date de 824, représentées sur une carte. Vous voyez que ça couvre une grande partie de l'Europe. Et vous voyez en même temps, donc Reichenau a aussi fait un livre, et je vous ai mis là, je vous ai fait la reproduction, vous voyez, aux pages 98 et 99, après la liste des moines et moniales et des listes d'évêques et de prêtres de la première partie du livre, viennent les autres. Et vous voyez ce qu'ils appellent liste des amis vivants. Vous avez la liste des amis vivants, et puis vous avez des colonnes et des colonnes et des colonnes. Et un peu plus loin, avec toujours en rouge, vous avez la liste des amis défunts. Donc j'ai trouvé ça vraiment caractéristique de ce que pouvait être l'amitié à cette époque-là. Et après, vous avez donc des listes
Mais vous avez aussi des gens qui se font, des groupes qui se font inscrire pour devenir amis des moines. Et vous en avez jusqu'au XIe siècle. Alors là, je vous ai mis, c'est Adalbert du Prague. Vous voyez, Adalbert évêque, c'est Adalbert du Prague, il est passé par là, il s'est fait inscrire. Vous avez ensuite le premier roi des Hongrois, Étienne, roi des Hongrois, avec son épouse, la reine Gisèle, Sicila Regina. Vous avez Conrad, c'est Conrad II, et Gisèle, vous voyez, qui se sont fait inscrire dans le livre de confraternité de Reichenau. Ici, je vous ai mis celui du Saint-Sauveur de Brescia, parce que là, vous voyez très concrètement, en 855, les moniales de Brescia, monastère royal fondé par le roi Didier et son épouse Ansa pour leur fille, sur lequel les Carolingiens ont mis la main tout de suite. Et là, vous avez vraiment, en 856, la cour de Louis II se déplace à Brescia. Donc Louis II et son épouse Ingilberge, qui sont indiqués en fait en rouge dessus. Et vous avez la liste de tous ceux qui sont devenus amis des moniales à ce moment-là. Alors, je pourrais commenter pendant des heures la liste, mais je ne le ferai pas. Et ensuite, le petit graphique que vous voyez, ce sont les filles qui ont été offertes par les grands d'Italie au monastère du Saint-Sauveur de Brescia. Alors, les moniales ont fait leur récapitulatif. Hein. Un tel a donné sa fille, machin. Une telle a donné sa nièce. Et à partir de ça, on peut faire ce graphique. Mais en même temps, en mettant ça en relation avec la liste que vous avez là, on voit bien que l'entourage complet de Louis II et d'Angilberge a donné des filles au monastère, dont Gisèle n'est pas l'abbesse parce qu'ils ont obtenu la liberté abbatiale, mais elle a une place à part, celle-là elle est moniale, et elle est rectrice. Donc elle a son mot à dire. Donc vous voyez comment c'est devenu un lieu central de toute première importance par son bilan. Alors, pour terminer, les inflexions des 10e et 11e siècles, ce que l'on constate, c'est une plus grande affectivité du politique. Cette affectivité se manifeste aussi bien dans l'art gestuel, on décrit des rapprochements, ils échangent leurs bonnets, vraiment une proximité physique qui n'est dénoncée que lorsque elle ne respecte pas la hiérarchie. L'affaire d'Aganon et de Charles le Simple, qui est dénoncée par Richer, parce que Charles le Simple aimait trop son favori à Aganon, ce n'est pas parce qu'il est trop proche d'Aganon, c'est parce que Aganon n'a pas le droit d'être aussi proche de Charles le Simple, c'est Robert, le Robertien, qui devrait être là et être le familier du roi. C'est la même chose entre Robert le Pieux et Hugues de Beauvais. Ils sont trop proches parce que ça perturbe la hiérarchie. Et d'ailleurs, Fultnera va résoudre la question en assassinant Hugues de Beauvais. Ça rétablit la hiérarchie. Donc, ça n'est pas la proximité qui est dénoncée, c'est le fait que la familiarité doit respecter les rapports de force. Cette affectivité, il faut le noter, plus forte à l'ouest qu'à l'est. L'est reste plus traditionnel, même si, à la fin du XIe siècle, on a aussi des phénomènes comparables. L'amour envahit le langage féodal. Ça, c'est très intéressant. L'amour devient synonyme de fidélité active, de foi, de fidélité, d'amour. Alors, on le voit dans les actes diplomatiques. Je pourrais vous faire toute une liste. Je vous ai mis un exemple seulement tiré de la Trinité de Vendôme, qui est un simple acte de donation. Le comte Geoffroy Martel et son épouse, la comtesse Agnès, achètent, même pas une donation. Oui, c'est un achat. Donc, ils achètent à Erfred Leroux, un vassal d'un autre, Charles de Carismont, un moulin et un cours d'eau, consentir à l'achat pour le salut de leur âme et pour l'amour
du comte Geoffroy et de la comtesse Agnès, Landry de Beaugency, un Gélo, le breton. Vous voyez, pour l'amour du comte Geoffroy. Et on en a des dizaines comme ça. Hein. L'amour se négocie aussi. Là, vous avez un exemple. Un certain Raymond Adalbert a donné, alors c'est dans le Midi, je l'ai pris exprès dans la région de Montpellier, pour vous montrer que c'était pas seulement entre Loire et Rhin, qui a acheté une carte rate de vigne. On pense que c'est la quantité de vigne que l'on peut travailler dans une journée au monastère de Gélone pour récupérer l'amour de son seigneur Rénon. Et il demande au saint, donc Saint Guilhem, qu'il prie le Christ, Fils de Dieu, pour l'amour duquel il a méprisé la paume de ses cieux. Donc exactement le même terme, amour, hein, pour l'amour de Dieu et pour l'amour de son Seigneur Rénon. Et ici encore mieux, en 125, le comte Guillaume de Montpellier et le comte Bernard de Melgueil qui passent une convention au terme de laquelle Guillaume accepte de dire qu'il doit le serment à Bernard, mais seulement quand celui-ci aura récupéré son fief, soit par accord, et c'est le terme amour qui est utilisé avec la vieille comtesse Almodis, grand-mère de Guillaume, soit après sa mort. Alors, j'ai montré aussi j'ai comparé aussi deux textes exactement contemporains, la convention d'Hugues de Lusignan avec son seigneur le comte de Poitiers, duc d'Aquitaine Guillaume V, autour de 2025, et les Gestats de Cambrai, qui sont exactement contemporains, donc les Gestats de Cambrai rédigés pour l'évêque Gérard Ier par son chanoine. Alors, ça concerne au fond les relations d'à peu près un même niveau social, un vassal châtelain assez solide et son seigneur. Dans un cas, c'est le duc, dans l'autre, c'est l'évêque. Il y a une différence parce que le châtelain de Cambrai est châtelain pour la ville de Cambrai. Mais disons grosso modo à peu près la même chose, sauf qu'il y a un texte qui est rédigé du point de vue du vassal, c'est la convention d'Hugues, et l'autre du point de vue de l'évêque. Alors dans les deux cas, on a les mêmes interactions, des bagarres pour les châteaux, etc. Mais le vassal reproche à son seigneur de ne jamais l'avoir aimé, et il dit que lui l'a toujours aimé, et le terme amour revient sans arrêt dans le récit de la convention, qui est longue, hein, amour, alors que le Seigneur ne lui a jamais donné les châteaux qu'il aurait dû lui donner parce qu'il lui revenait à la mort de son père, à la mort de son oncle, il les a donnés à d'autres personnes. Il l'a empêché de faire un bon mariage, etc. Tout évidemment est orienté pour justifier le vassal, mais ce qui est intéressant, c'est le terme amour qui revient. De l'autre côté, le terme amour est absolument absent. L'évêque il n'est jamais dit que l'évêque aimait son vassal, il est toujours dit que le vassal détestait son évêque. Mais jamais le terme amour. Et même, vous savez qu'il y a cette fameuse phrase qu'il sert comme un Carlin VI et pas comme un vassal lotharingien. Donc c'est difficile à savoir ce que ça veut dire exactement qu'être un vassal lotharingien à cette époque-là. Ce que je pense, c'est que pour Gérard de Cambrai, être un vassal lotharingien, c'est être un vassal comme lui considère que doit être un vassal lotharingien, c'est-à-dire en éliminant tout affect. Gérard de Cambrai me semble être la caractéristique de l'évêque rigide du début du XIe siècle, qui refuse et la paix de Dieu et tout mariage incestueux au 6e degré, qui peut mettre fin à une compétition qui dure depuis au moins 3 générations entre les comtes de Verdun et les comtes de Louvain, et s'opposer au mariage de Henri V avec la fille du comte de Nam. Oui, bon, le mariage s'est fait parce que tous ses collègues, l'évêque de Liège, etc., l'ont obligé à accepter ce mariage, mais il était extrêmement rigide. Donc je pense que pour lui, l'autorité n'est pas fondée sur l'amour. L'autorité, c'est quelque chose de très juridique. Bon, en tout cas, je ne peux pas vous m'apesantir davantage, mais il me semble qu'en choisissant ces perspectives, j'espère avoir échappé
aux affirmations réductrices qui décrivent des comportements qui peuvent paraître relevés de la schizophrénie, quelquefois, de l'hypocrisie aussi, souvent, de la naïveté toujours, et on en revient à ces gens naïfs du Moyen-Âge. Je pense que tout ça relevait plutôt des identités plurielles, de la possibilité de changer et de relations et d'identité, qui se justifiaient de toute façon par des intérêts supérieurs, en valorisant bien entendu la figure de l'ami et en dévalorisant celle du traître, au même titre d'ailleurs que la confiance et la défiance, mais qui permettaient au fond des retournements fréquents et des affects à la valeur plus ou moins grande. Tout cela dépendait de la vertu, concept lui-même éminemment flexible. Je crois qu'on est dans des sociétés très flexibles. D'ailleurs, ce qui, au fond, permet de les comprendre, c'est l'importance de la médiation. Et on arrive toujours, finalement, à s'arranger par le biais de médiation. Et la médiation, ça vaut aussi bien dans les relations entre les personnes qu'entre l'ici-bas et l'au-delà, puisque le christianisme est aussi une religion de la médiation et de l'intercession. Donc on a ces intercessions à l'intérieur de tout le cosmos. Il me semble que c'est ça qui caractérise ces sociétés, c'est la médiation. Voilà. Alors, je vais intervenir brièvement, après je vais passer la main à Nicolas parce que malheureusement je suis obligé d'aller porter la bonne parole ailleurs, à l'autre bout de la Belgique, au nom de l'ULB. Je voulais d'abord te remercier pour cet exposé vraiment d'une très grande envergure intellectuelle et d'une très belle aussi ambition. Il faut reconnaître aussi qu'il faut un certain courage et une certaine audace qu'on a probablement qu'en fin de carrière pour embrasser, je veux dire, un espace et surtout un empan chronologique aussi large en osant partir de l'Antiquité tardive et de la romanité et pour s'aventurer jusqu'au Moyen-Âge central de manière plus ponctuelle. C'est quelque chose évidemment qui se construit au fil d'une carrière bien étoffée, d'une réflexion de plus en plus panoramique. Mais c'est vraiment soufflant et de le voir de manière ramassée comme ça dans le cadre d'une leçon. C'est encore plus puissant évidemment que de le voir au fil d'un livre qui est évidemment fort important. Moi je voulais réagir simplement par rapport à une chose. Ça fait quelque temps, et c'est ça que j'apprécie aussi dans la perspective qui est justement la tienne dans le livre et dans l'exposé. Ce qui me faisait réfléchir depuis un petit temps, c'est la tendance à l'euphémisation en général qu'il y avait dans les rapports sociaux au Moyen-Âge, telle qu'on pouvait la retrouver par rapport à des tas de phénomènes. C'est une tendance qui était très présente dans les années 80, 90, ou encore au début des années 2000. J'en avais un peu parlé dans les conclusions de la rencontre romaine sur la crise d'ailleurs, parce qu'on a eu cette période où la violence a été évacuée du récit de la société médiévale, même déjà pour la fin de l'Antiquité. Il y a ce programme, c'est dommage qu'Alan soit là pour que je taquine un peu, sur The Transformation of the Roman World, avec cette idée que l'Antiquité finalement la transition se passe en douceur, c'est une transformation, donc on a vraiment cette espèce de passage. On a eu la même chose avec les Vikings qui devenaient des médiateurs culturels, oui, les commerçants et des interlocuteurs, donc, où on a vraiment biffé cette dimension finalement de la violence, du conflit, de la vengeance, de l'agression, de la violence physique. Or, et ça c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Dominique Barthélemy, mais Dominique Barthélemy n'a pas tort, qui pointe un texte qui sont incroyablement sauvages, du moins par rapport à notre perception. Je ne veux pas de nouveau. On est ici dans le décentrement, donc il ne s'agit pas de porter des jugements de valeur. C'est pas du tout ça mon propos. Et alors, il y a eu, moi ça m'a toujours frappé aussi, cette espèce d'anthropologie des conflits, avec, qui a très très fort, alors, notamment dans le monde anglo-saxon évidemment, qui a très très fort pénétré le récit et dans lequel tout conflit, entre des seigneurs, entre des vassaux, entre toute la guerre, était devenu quelque chose de ritualisé,
où il y avait une violence, entre guillemets, symbolique qui s'exerçait. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que tu réintègres la violence, mais sans en faire un paradigme unificateur simpliste. Oui, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que en refusant une vision duale ou une vision avec des gens un peu l'historien américain Backrack, par exemple, ou d'autres qui ont des visions très très lourdes, pourrait-on dire, lourdes du Moyen-Âge. Il n'y a pas nécessairement de correction par un simple mouvement de balancier, mais c'est vraiment une espèce d'intégration subtile qui reprend à la fois, qui ne nie pas la violence, qui la réintroduit dans le récit, mais qui montre aussi les autres composants, qui essaie d'intégrer ce qu'on a pu dire dans l'anthropologie du don. Alors, comme historien de l'économie, parfois, j'aurais tendance à dire de manière excessive, parce qu'on a fini par tout lire à l'aune d'une anthropologie des relations symboliques qui font évidemment partie de la société alto-médiévale, mais justement, de manière subtile, on pourrait aussi réintroduire et réintégrer ça avec l'existence d'échanges, parfois, y compris qu'on appellerait entre guillemets économique selon notre anthropologie économique actuelle. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me saisit, c'est une intégration, me semble-t-il, qui se fait par le haut et pas simplement par un mouvement de balancier correctif. Le mouvement balancier correctif grossier, c'est Brian Ward Perkins qui réagit en disant la fin de l'Antiquité est violente, alors qu'il y a peut-être moyen de réintroduire et de reprendre ce qui a été fait par autrui et d'essayer de montrer la complexité et l'ambivalence finalement des choses. Alors la question est extrêmement difficile et à mon avis, évidemment, tu n'auras pas de réponse. C'est ce modèle fonctionne pour les strates les mieux documentées de la société, les strates supérieures, tu me vois venir. Et c'est d'autant que plus vif pour l'interrogation qu'on a en tête les tentatives de Jean-Pierre dans son dernier livre, notamment de réintroduire entre guillemets, les imaginaires paysans, mais aussi les modèles de relations sociales paysannes, entre guillemets. Dans quelle mesure est-ce que cette anthropologie, où s'arrête-t-elle dans la société, je veux dire, vers le bas, en descendant vers le bas. Alors on a évidemment les documents qui nous permettent de mesurer la relation entre les monastères royaux, alors là on est au sommet. On a après tout doucement une capillarité. Ça marche aussi avec les plus petits monastères. Oui, avec un déclassement social. Montrer, mais au fond, chaque monastère, quelle que soit sa taille, contrôle un certain nombre de choses. Et les petits, enfin, ce que j'appelle les petits, j'ai étudié par exemple le monastère d'Avenay, petit monastère, mais qui a l'air stratégique, et pour lequel il faut... Et pourquoi c'est stratégique? Parce que ce monastère, par le biais de ses dépendants, contrôle des réseaux locaux qui sont stratégiques de par la situation d'Avenay, près de la frontière, près de Reims, près de la frontière, etc. Donc ça fonctionne aussi à l'échelle plus basse. Quant aux paysans, pourquoi ne pas imaginer, mais alors là, pourquoi ne pas imaginer qu'ils sont intégrés dans le système? Je vois cette histoire-là de Géraud d'Aurillac, bon, c'est peut-être une invention, mais le problème n'est pas là. Parce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Le problème n'est pas là. Reste un point de contact avec... voilà. Lorsqu'il dit que les paysans viennent lui offrir des pains de cire, etc., par ce biais-là, au fond, ils s'insèrent eux aussi dans... Et c'est justement quelque chose sur lequel j'allais rebondir. Alors, le vocabulaire du don et du travestissement, parfois de la brutalité, de la relation verticale, c'est quelque chose que Dov Bourg, Nicolas, le Porcus Donativus, par exemple, qu'on retrouve dans les redevances. Là, on a cette fiction, entre guillemets, d'une relation qui pourtant est profondément asymétrique et même d'exploitation, qui peut utiliser un vocabulaire. Mais est-ce qu'on est vraiment dans la même chose? Et c'était justement une des questions qui m'est venue aussi. Est-ce qu'on est vraiment dans la même chose lorsqu'on a une amitié verticale, comme pourrait-on dire, et un peu paternaliste? Est-ce que c'est vraiment la même chose ou est-ce qu'on est dans autre chose? La différence anthropologique entre l'amitié verticale et le paternalisme, y compris exploiteur parfois, forcé,